Vous êtes prêts? Bien, Luchon Express TV vous souhaite la bienvenue à tous les deux. J'ai avec moi donc deux Patrick qui vont se présenter eux-mêmes, bien qu'il ne soit plus nécessaire de les présenter à présent. Bon, on va quand même se présenter un petit peu. Bon, merci à Luchon Express TV. Merci donc à Christian qui nous suit régulièrement, qui me suit partout. Voilà. Puis Luchon Express TV qui est vu, revu et vraiment... il y a certaines vidéos qui ont été vues 6000 fois, 7000 fois. Bon, ça veut dire que c'est super. Bon, et pour notre patrimoine, donc c'est ce que je disais, ce que nous faisons, c'est un patrimoine vivant. C'est pas un patrimoine du passé, c'est un patrimoine vivant. C'est-à-dire qu'on est en train de le remettre dans l'actualité. C'est ça qu'il y a de bien. Puis alors Patrick, qui est à côté de moi, qui est vraiment quelqu'un de féru au niveau de la montagne, au niveau de plein de choses. Là, aujourd'hui, on va parler donc du Val d'Aran et des mines du Val d'Aran et les relations qu'il y avait entre ces mines du Val d'Aran et le Luchonnais. Voilà un peu ce dont on va parler aujourd'hui. Bon, Patrick, tu peux te présenter si tu veux. Oui, mais voilà. C'est nécessaire. Donc, je suis Patrick Payet, je suis président de l'Académie Julien Sacaz et donc après, voilà, passionné par mon pays. Notre pays. Notre pays, exactement. Oui. On est passionné par notre. À chaque fois, moi, quand je parle, c'est pas spécialement de Luchon, c'est des paysages haut-garonnais qui incluent donc la vallée de la Pique, où il y a Luchon, et la vallée du Val d'Aran, qui est l'âme sœur, en quelque sorte. Voilà, c'est la haute vallée de la Garonne. C'est la haute vallée de la Garonne. C'est celle, normalement, qui est connue dans le monde entier. Voilà, parce que la vallée de la Garonne, elle est connue partout. Et donc là, aujourd'hui, on va parler de ça, on va parler des mines qui ont été exploitées courant les siècles. Hein, des mines qui sont exploitées peut-être depuis le néolithique, mais également maintenant. Donc, à toi Patrick de nous raconter ces belles histoires. Oui, alors, bon, c'est un peu le parallèle entre les deux vallées, où on retrouve quand même des exploitations minières un peu similaires entre la vallée de Luchon et la vallée d'Aran. Pourquoi? Parce que géologiquement, on se retrouve sur un terrain identique, hein, c'est des terrains primaires sur le plan géologique, donc bien chargés en métaux lourds, et notamment l'exploitation du fer, du plomb, du zinc, hein, principalement, un peu d'argent, mais bon, guerre. Donc oui, le Val d'Aran, en fait, il apparaît pas mal comme vallée minière parce qu'il subsiste tout un tas de vestiges et en plus ils ont eu l'intelligence, je pense les Aranais, de mettre un petit peu à profit ces vestiges-là pour pouvoir en faire des lieux de visite, des lieux de mémoire, ce qui est pas si mal, quoi. Après, évidemment, quand on se pointe dans la montagne, quand on monte sur le plateau de Liat ou dans les environs, il y a des vestiges partout, hein, des restes de wagonnets, de voies de fer, etc., quoi. Et des câbles, des pylônes, bon, il y en a pas mal. Donc en fait là, sur le Val d'Aran, il y a trois lieux véritablement, trois points de focalisation minier. Il y a d'une part les mines qui étaient sur Bauzen, sur le haut de Bauzen, ça c'est une chose, et tout le secteur de Liat. Alors le secteur de Liat, en fait, il s'étend depuis Canéjan, Ponto, hein, Canéjan, Pontaut, en bas, et ça s'en va jusqu'à Montgaré. Alors là, on a d'abord le plateau de Liat qui est plus vers le derrière du Crabère, hein, sur la face sud du Crabère. C'est un grand plateau qui a été exploité. Alors toutes ces mines-là, elles ont été exploitées sous les périodes romaines. On n'en a pas vraiment de traces. Pourquoi? Parce que c'était des exploitations à ciel ouvert. On enlevait le minerai qu'on avait besoin d'enlever. Il faut savoir que tout ce qui est zinc et plomb, ces gîtes-là sont souvent déterminés par la présence de pyrite, que ce soit la pyrite de cuivre ou la pyrite de fer. Et donc il y a la couleur rouge qui est majoritaire, qui est marqueur. Donc en fait, souvent les hommes ont exploité d'abord le fer ou le cuivre par le biais de cette pyrite, et ensuite ils ont appris à exploiter le plomb qui était chargé aussi en argent, et plus tard le zinc, puisque bon, le zinc c'est venu l'exploitation, les modes d'exploitation industrielle, c'est venu d'Angleterre à la fin du 18e, début 19e, quoi, grosso modo. Et donc ces secteurs de mines n'échappent pas à cette tradition d'exploitation ancienne dont on n'a pas beaucoup de traces.
au Val d'Aran, on commence à trouver des traces d'exploitation minière à la fin du XVIIIe siècle. Savoir que juste en début du XVIIIe siècle, il y a eu des cartographes qui ont levé tout un tas de secteurs pour des raisons de guerre, puisque c'était la guerre de succession d'Espagne et ensuite la guerre quadruple alliance. Et donc ces guerres-là du début du XVIIIe siècle, il a fallu un peu, comme le Val d'Aran était espagnol, il a fallu relever tout ce qu'il pouvait y avoir, ce que pouvaient avoir besoin les militaires, à savoir se ravitailler, une forge, un gîte de mine, etc., du bois, tout ce qu'il pouvait y avoir de nécessaire pour les armées de l'époque. Et il ne mentionne pas de mine. Il ne mentionne pas de mines sur le secteur du Liat. Si elles avaient déjà été exploitées, il l'aurait obligatoirement mentionné, puisqu'il mentionne la forge de fosse. D'accord. Donc là, en fait, l'exploitation de Liat, ça date de la fin du 19e, essentiellement. C'est à ce moment-là, la plupart du temps, ce sont des sociétés françaises qui ont exploité ça, ou des sociétés qui se sont créées avec des capitaux français, c'était d'ailleurs la Société des mines du Val d'Aran, la Société des mines de Bossost, il y a eu aussi des capitaux belges qui sont intervenus par le biais de la Vieille Montagne, la Société Zinc de la Vieille Montagne, qui était déjà sur l'exploitation de Saint-Ain, de tout ce qui était le Bocardeli et le Bentaillou. Et quelles étaient les familles françaises qui exploitaient ça? Alors ici les familles locales, il n'y en a pas, ce sont des sociétés avec des capitaux qui sont plus du nord de la France. Voilà, du nord de la France, quoi. On va retrouver, ce sont des sociétés à fondation, les fondations même se font à Paris. Hein, ouais, on va chercher l'argent où il est, parce que ici... parce que par moment on parlait, il y avait les Rothschild qui étaient là ou pas? Non. Ils ont peut-être participé à les capitaux, mais bon, c'est parce qu'il y avait un financement. Après, je pense qu'ils ont quand même certainement été relativement prudents, parce que il faut savoir qu'il y a eu quand même le début du XXe siècle a donné lieu à des spéculations. Ces mines-là, finalement, elles se sont avérées peu rentables, quelles qu'elles soient. C'est sûr que les filons eux-mêmes ne sont pas continus, ce qui fait qu'on prend un filon, on l'exploite tant qu'il y est, puis hop, ça se perd, puis on va le retrouver un petit peu plus loin. C'est la structure géologique qui fait ça. Donc, plus on a avancé dans le temps, plus on a investi, plus on s'est rendu compte que c'était pas rentable. Forcément, quand vous mettez de l'argent et que vous en retirez pas autant, ça devient non rentable. Non, mais je comprends. Alors, c'est essentiellement donc la fin du 19e siècle. Il y a eu quelques tentatives sur certains secteurs, notamment dans le Liat, à la fin du 18e, c'est-à-dire vers 1786. On en trouve quelques traces là, quelques traces écrites, effectivement. Et ensuite, sur le Liat, le gros a été bien lancé un peu avant la guerre de 14, pendant la guerre de 14 et un petit peu après, ça a été récupéré. Alors, avant la guerre de 14, ils ont équipé, c'est-à-dire qu'il y avait à San Juan de Torrent, il y avait une fonderie. D'accord. Qui existe, le lieu existe encore, il y a des vestiges, il y a le mur de la fonderie avec l'entrée des fourneaux, et ils ont bâti devant le refuge de la honnerie. D'accord. Voilà. Le refuge est bâti un peu à l'avant. Et ce site-là, en fait, au départ, ces mines de Liat, elles ont été exploitées par le chemin qui descend, qui est maintenant utilisé par le GR 211 du reste, qui est un chemin de grande randonnée, où on retrouve encore pendant pas mal de temps du pavé. D'accord. Alors le GR 211, c'est l'équivalent du GR 10 en France ou c'est autre chose? Oui, le GR c'est un petit peu plus compliqué en Espagne, ils en ont partout, ils ont sur les Pyrénées, ils en ont qui traversent les Pyrénées dans un sens, dans un autre, et donc là, le GR 211 c'est une annexe du GR 11 qui est plus le pendant du GR 10, mais bon. Et donc ce chemin donc, est utilisé maintenant par le GR 211 et on retrouve des sections pavées encore. Donc il descendait le minerai vers la fonderie de San Juan de Torrent, la honnerie. Là, en fait, ils ont exploité d'abord le plomb, parce que dans la chronologie, on retrouve toujours la même chose. Hein. On exploite la pyrite à ciel ouvert. On récupère du plomb, on commence à exploiter le plomb, ne serait-ce que pour des toitures ou des choses comme ça. Et puis ultérieurement le zinc parce qu'on a su l'utiliser, puis on l'a eu nécessaire pour pouvoir remplacer tout un tas de couvertures dans les grandes villes. C'est la période où on a fait Paris, le zinc ça a été quelque chose d'énorme en demande. Donc l'exploitation du zinc est venue après. Le plomb était fondu à la fonderie en bas. Et le zinc, par contre, ça a été exploité un petit peu plus tard. Donc la fonderie était déjà obsolète. Et ils ont construit, dans les années 10-12, ils ont construit un câble, monocâble Etcheverry, qui descendait au bocard de Ponta, où on voit encore les vestiges de la laverie, en bas.
Et donc ils exploitaient directement par le câble, donc la fonderie est devenue obsolète, elle ne servait plus à rien, et donc elle est tombée en ruine, et tout s'est fait sur le bocard de Pontao, pour le liat. D'accord. Et c'est les vestiges que l'on voit actuellement. Lorsqu'on vient de Fos, voilà. On voit ça sur la gauche. Donc, voilà. On voit l'ancienne caserne de carabiniers. Et au fond, donc, il y a ça. Les grands bâtiments qui sont à moitié en ruine. Ça permet de faire situer les lieux. Ils tombent en ruine. C'est dommage qu'il n'ait pas été maintenu. Ça aurait été moins cher que de devoir les réhabiliter s'ils voulaient faire. Bon, c'est comme ça. Ouais. Et donc là, il y a une exploitation qui a perduré jusqu'au moment de la guerre civile. Alors, ce qui a été un petit peu fatal à toutes ces mines comme ça, de zinc, plomb et fer, comme ça, de cette période-là, c'est que c'est la demande exacerbée de la guerre de 14. C'est-à-dire que pendant la guerre de 14, on a eu tellement besoin de zinc pour les culots d'obus, pour les culots de cartouches de fusil, que la demande était tellement importante, on ne pouvait pas fournir. Donc automatiquement, même les industriels, voilà. Même les endroits qui n'étaient pas rentables, le peu qu'on pouvait utiliser, on n'a pas pu fournir. Donc les industriels se sont tournés vers des gisements plus stables et plus prolixes, et ils se sont tournés vers les États-Unis et l'Australie. Seulement après la guerre, il n'y avait aucune raison qu'ils reviennent vers nous, donc automatiquement, ça s'est fermé. Donc en fait, c'est après la guerre de 14-18 en fait, que la plupart des mines ont fermé. Voilà, la plupart des mines sont devenues difficilement rentables parce que du coup, elles n'avaient pas la possibilité de rivaliser avec ces gros pourvoyeurs. Voilà, donc à partir de là, le zinc s'achetant moins cher, automatiquement ils étaient encore moins rentables. Alors ils ont essayé de survivre, ils se sont passés des uns aux autres. Donc à partir des années 20, ils ont essayé avec un câble électrique, au lieu de mettre un câble Etcheverry, ils avaient fait un double câble. Parce que je rappelle que le câble Etcheverry est un câble c'est un monocâble, c'est-à-dire que ce qui descend fait monter les autres chariots. Les autres chariots, voilà. Donc c'est sur un seul câble, tandis que là c'était sur un double câble, c'est-à-dire il y avait un câble porteur et puis un moteur, donc ça permettait de pouvoir gérer le passage des chariots et le rythme d'une autre manière. D'accord. Ça c'est pour la partie de l'IAT, donc sur le bocard de Ponto. Les trois quarts se sont arrêtés dans les années 40, quoi. D'accord. Après, le problème c'est que quand Franco est arrivé, il y a eu un embargo sur tout ce qui pouvait provenir d'Espagne. Donc à partir de là, s'il ne pouvait pas vendre son minerai, il n'avait pas lieu de l'exploiter. Il y a quand même des grosses firmes que l'on connaît encore maintenant, comme Penaroya ou l'Asturiana, qui ont pris le relais pendant un certain temps, qui ont fait des tentatives même dans les années 60 ou 70 là. Mais bon, c'était vraiment jugé inexploitable, quoi. Alors, il y a une mine que l'on peut visiter, c'est ça? Alors, après le Liat, derrière le Liat, il y a plusieurs secteurs. Il y a tout le plateau Liat qui vient sur San Juan de Torà. Et ensuite, on va retrouver tout ce qui va être vers le port d'Orle. Ça, c'est le Orcaille. Et sous le port du Retz. Alors ces mines-là, elles ont eu comme point de sortie, point d'évacuation, les mines de Saint-Ain de l'autre côté, ou Abonac de l'autre côté sur l'Ariège. Donc, les Espagnols, enfin les exploitants plutôt, avaient installé des petites voies ferrées à voie étroite. À l'origine, c'était un Français qui avait fait ça, c'est Decauville. Oui, Decauville. Voilà, et donc du coup c'était passé dans le langage commun, c'est une voie Decauville. Et ils exploitaient ensuite par le biais d'un câble, ils descendaient ça aux laveries vers San Français. Et ensuite, il y avait la Reparadora, ça c'est tout le secteur depuis Liat jusqu'à Mongar. Et ensuite, ce sont des mines quand même, il faut penser que ce sont des mines qui ne s'exploitaient que saisonnièrement. Elles sont quand même entre 2000 et 2500 mètres d'altitude. D'accord, c'est impossible de les exploiter l'hiver. Voilà. Par contre, après, il y avait deux ou trois gîtes de mines là, sur le versant ouest. Des montagnes qui collent contre le mont Lude, au-dessus de Bossos, c'est Margalida et Victoria principalement. Et ces mines-là, par contre, elles avaient l'avantage de pouvoir être exploitées toute l'année parce qu'elles étaient plus basses. Elles sont entre Bossos et Arès. Maximum 16-1700 quoi. Oui, d'accord, donc c'est facile. Elle pouvait être exploitable, et puis elle n'était pas très loin des villages. Le village d'Arès, il n'est pas très loin là actuellement. Quand vous voulez aller visiter, c'est par là qu'on passe. Ah, c'est par là qu'on passe. On passe donc il y a une piste pour le faire. C'est même une petite route à
En plus, maintenant, ils y installent un péage, forcément. Oh, Donc, d'accord. on paye à la fois le passage de la voiture et la visite de la mine. Les vestiges, les derniers vestiges de Victoria sont des vestiges qui datent de la période franquiste, parce que ça a été exploité jusque dans les années 60-70. Il reste des grands bâtiments sur place et on visite les galeries. D'accord, donc ça c'est intéressant. Oui. Pour les touristes ici, ça peut être intéressant d'aller visiter. Ah, faire une petite demi-journée. D'aller faire une petite demi-journée, c'est sympa. Oui, oui, c'est pas très Moi, mal. je vais aller voir, comme ça. Il faut passer par le village de Arès. Par Arès, Voilà. d'accord. C'est-à-dire Mais- qu'à Bossost, on monte, il y a une petite route qui monte là. Ça, je connais, oui. Voilà. Derrière, là. Voilà, D'accord. derrière le terrain de football. Là. Ouais, d'accord, Voilà. je vois aussi. Donc, elle est étroite, quand même. Voilà, assez étroite Ouais. et puis un peu raide, mais bon, Ouais, ça ouais. passe assez goudronné. Il y a pas Mais de souci. là, par moment, je pensais qu'il y avait à voir, enfin, bon, là, c'est pour la petite histoire, mais la PBI voulait passer par là. Donc, Oui. donc, ça serait une belle. ça sera beau. Ah oui, à vélo, c'est. Et ça serait super. Ah ouais, parce que l'autre jour, j'étais avec ces gens et on parlait de ça. Bon, j'ai trouvé ça, l'idée vraiment géniale. Et ressortir de l'autre côté avant Vieillard. Voilà. Hein, parce qu'il y a On ressort à Villamos. Oui, c'est ça, à Villamos. Ouais. On ressort à Villamos. Mais d'un côté comme de l'autre, ça c'est raide. Mais Ouais, ça c'est plutôt raide. Ouais. Et alors, pour revenir à nos mines, Voilà. les crabioules sont à combien d'altitude? Les crabioules, c'est entre 2000. Dans les 2100, 2150 environ. D'accord, Ouais. donc elles étaient plus basses que les premières dont on parlait. Alors. Ouais, elles sont à peu près à la même hauteur pour Ah, la ça partie peut faire basse. la même Ouais, à hauteur, peu ouais. près la partie basse est à peu près à la même hauteur. Ça monte un petit peu plus haut au fond de l'IAT parce qu'il y a les cols qui sont à proximité. On a aménagé pour qu'on puisse les exploiter par là. D'accord, Voilà. d'accord. Ça sort à 2004-2005 quoi, pour du rythme, pour drôle. Ça sort à peu D'accord. près. C'est un... Donc là, ça c'est les mines au-dessus de Bossos, ok. Alors ces mines-là, par contre, le Bocard était situé à ce qu'on appelle la Clédes, de l'autre côté de la Garonne par rapport au centre urbain de Bossost. D'accord. Il y a encore les vestiges à côté du terrain de foot. On Oui. trouve encore le Bocard de Clédes là, bien marqué quand même. Et on trouve un terril encore. Voilà, il y a encore le il y a terril. encore des restes d'exploitation. Ouais. Et les mines étaient exploitées par là directement avec un câble et c'était exploité sur le Bocard. D'accord. Sur le Bocard de Clédes à Bossost. Parce que D'accord. c'est le territoire de Bossost pour l'essentiel. Ah, d'accord. Et ce qu'on a, lorsqu'on va à Vieilla et ensuite à Baquera, il y avait apparemment d'autres mines qui étaient au-dessus. Alors ça c'est quand on monte vers Baquer, quand on arrive à Salardou, on s'en va vers Bagergue et au fond de Bagergue, dans le fond de la vallée, on retombe sur le bout du plateau de Liat, on retombe sur le Orcaille, la Réparadora, ce sont les mines que l'on retrouve. Ce sont Voilà. les mêmes en fait. C'est le même gisement C'est le en même fait, gisement. et qui a été exploité longtemps par là. Il y avait un bocard qui était situé, la laverie était située sur un plateau, ils appelaient ça le bocard de Cayaus. C'est bien trouvé. C'est sur le grand plateau qu'il y a à la sortie de Bagergue en partant sur les pistes. Mais les pistes ne sont pas très très bonnes. Alors, il y a une piste qui permet de remonter sur le col de Varados. Et l'autre qui permet de rentrer un petit peu plus vers les Réparadores, mais c'est des pistes de 4x4 qui sont pas C'est très plus de fameuses. 4x4, Voilà, d'accord. c'est pas très D'accord. fameux. Et ensuite, sur l'autre ballon, depuis le plat de Véret, vous accédez à Montgari et au fond, vous avez tout l'Orcaille, c'est-à-dire sous le port d'Orle. Là, vous D'accord. avez les anciennes mines qui partaient depuis le port d'Orle derrière le mont Bermé. Vous avez, ça descend sur le val de. Oui, Le Biros et le D'accord. voilà. D'accord. Et c'était les mêmes minerais que les Oui, autres. c'est le même C'est- gisement c'est- géologiquement, c'est la même chose. C'est le même gisement. Et au niveau, parce que j'ai entendu parler qu'il y avait du temps, donc entre 2000 et 2500 avant notre ère, il y avait la possibilité, donc il y avait comment on appelle ça, du cuivre qui était en apparence. Oui. Donc, alors, La pyrite de cuivre. c'était à quel endroit ça? Ben, la pyrite de cuivre, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on trouve ça, c'est souvent sur les mêmes gisements, c'est en surface, vous avez la pyrite, Oui, et en d'accord. dessous vous allez trouver plomb et galène. D'accord. Et la pyrite, ça va être soit de la pyrite de fer, soit de la pyrite de cuivre. D'accord. Donc vous allez les trouver sur les mêmes endroits, quoi. Donc les habitants qui avaient au plat du Béret allaient chercher des pérites de cuivre. De la pyrite de cuivre dans le coin. Après, D'accord. après les habitants du plat de Véret, Je sais pas. Ouais.
Ok. Voilà. Bon, ok. Ça a donné lieu à plein de fantasmes plus que de réalité. On est dans la supposition sans avoir ça, ce qu'on appelle la proto-histoire ou la limite préhistoire, et où il n'y a pas d'écrit, il n'y a que des vestiges, et juger par rapport à des vestiges quelque chose qui il y a 2500 ans, ça fait appel à des hypothèses et non pas à des certitudes. Non, mais d'accord. Voilà. Après, dans le secteur, pour finir sur le secteur des mines, je disais tout à l'heure, il y avait ce qu'il y avait à Bautzen. Alors à Bautzen, en fait, c'est une exploitation certainement un petit peu plus ancienne. On en trouve des traces un peu plus anciennes. Et il y a un signe qui est important, c'est que justement la Blottière et Roussel, les cartographes du début du XVIIIe siècle, quand ils ont fait leur levée, ils ont bien mentionné la forge à Fosse. D'accord. Et à Fosse, cette forge, elle pouvait fonctionner qu'avec du fer local. Donc il y avait une partie qui venait du Val d'Aran et l'autre partie qui était un peu locale, certainement sur le secteur de Mel, puisqu'il y avait aussi Oui, il y avait d'autres mines. C'est le même gisement. Géologiquement, c'est la même chose. Et à Bautzen, c'était du fer. Alors elles sont en haut de Bautzen. Il y a eu un câble ensuite qui a équipé ces mines-là et qui a fait franchir le col sous le Bacaner pour venir être rechargé à Sierre de Luchon. Pourquoi? Parce qu'en fait, d'un côté, vous aviez les mines de Bautzen et de l'autre côté, dans le pendant, dans le filon que l'on pouvait imaginer traverser la montagne, il y avait ce qu'on appelait les mines de Péraube de l'autre côté, sur Gauss et Artigues. Oui, c'est exactement. Si on prend sur le plan, comment dirais-je, horizontal, ouais. Elles sont au même niveau. Et au niveau de la géologie, en fait, il y a eu des vallées qui se sont creusées. Oui. On a les plans. Sur le plan géologique, c'est la même chose. C'est la même chose. Le même type de couverture. Ouais. Et donc, on a exploité les mines du côté de Péraube, et comme elles étaient exploitées sur le plan français, plutôt que de descendre avec des mulets sur Fosse par Bautzen, on a remonté ça sur 200 ou 300 mètres avec le câble. Il y a encore des vestiges pour qui va au col des Tawas, un peu avant Bacaner, là, au-dessus d'Artigues. Il y a encore des vestiges des anciens pylônes du câble. D'accord. Et ça a été exploité jusqu'à pas tellement longtemps, un petit peu avant la guerre. Il y avait encore quelques exploitations et ça avait été relancé un peu après-guerre. Mais bon, la guerre, la dernière guerre. 1940, d'accord. Oui, ça a été encore un peu exploité. Et par rapport donc aux mines qu'il y a au-dessus de Montauban, tout ça, parce qu'il y a des mines, il y a le Grotte du Chat, etc. Ces grottes, elles ont été exploitées quand? Ça, c'est plus ancien. Ce sont des exploitations un petit peu plus anciennes et qui ont rarement été rentables, ce qui fait que c'est un peu des premières périodes d'exploitation. On trouve ça exploité plutôt dans le courant du XVIIIe siècle. Il y a eu quelques tentatives au XIXe siècle parce que les réglementations pour les exploitations minières étaient telles que celui qui mettait la main sur un gisement possible, il pouvait revendre ce gisement possible, mais s'il n'était pas exploitable, donc il faisait des ronds, quoi, en fait. Il faisait des plus-values. Voilà, sans avoir exploité quoi que ce soit. Il faisait la cavalerie déjà à l'époque. Voilà, il y en a eu comme ça, il y en a eu pas mal. D'accord. Et ensuite, la dernière des choses qui restait au Val d'Aran, c'est le Rio Negro, c'est-à-dire ce qui a été exploité quand même un petit peu au XVIIIe siècle. Bon, là, il y a quelques exploitations, on en trouve quelques traces écrites, mais il n'y avait pas grand-chose. Un peu de fer, toujours, on revient toujours sur la même chose. Un peu de fer, un peu de plomb argentifère. Pourquoi? Parce que vous avez un filon calcaire au bout de ce Rio Negro. C'est quand vous arrivez au tunnel, c'est la vallée qui s'ouvre sur la droite. Non, et donc, elle va vers la Fourcanade qui est réellement une grosse enclave calcaire dans tout le massif granitique. Oui, d'accord. Et là, en fait, ce truc, Rio Negro débouche sur tout ce qui est derrière la vallée du Trou du Taureau, où il y avait soi-disant une fameuse mine d'or qui avait été exploitée par un Benasquet et dont on n'a jamais trouvé réellement où elle se trouvait, mais quand même les guides luchonnais friands de ce genre de choses pour leurs clients, amenaient les clients luchonnais, les clients de baigneurs et autres en villégiature, ils les amenaient à aller voir la fameuse mine d'or de ce côté-là,
mais par le port de Vénasque, et comme bon, ils voulaient quand même essayer de ne pas trop rallonger la journée, ils les ont fait circuler autour de ce que nous appelons maintenant le trou du taureau, qui en fait n'a rien à voir avec un taureau, mais qui était à voir avec l'or. Ah oui, El Forado de l'Oro. El Donc Oro. en fait, voilà, ici c'est la mine d'or. Bon, ils étaient contents, de toute façon ils ne savaient pas ce qu'ils visitaient. Ils étaient contents, ils visitaient la mine d'or. Et ça, au niveau de l'or, il y avait très peu de... Très peu, comme pas mal de rivières dans les Pyrénées, c'est quelques pépites qu'ils ont. Oui, d'accord. Quelques Mais sables. ça provient d'où? Ça provient du haut des montagnes? Non, en principe, les métaux lourds comme ça, vous allez les avoir sur les couches calcaires qui sont au contact du schiste et du granit, quoi. Vous allez les avoir à peu près Oui, dans ce c'est entre secteur-là. les deux, oui. Voilà, Ouais. vous allez les avoir là-dedans. Les métaux lourds, en général, ils sont là-dedans. Ah, d'accord. Hein, ils sont plus. D'ailleurs, vous le voyez, toutes les exploitations minières qui ont pu s'installer sur toutes les Pyrénées, sur le plan faille nord pyrénéenne, vous les retrouvez. Vous en avez à Esquerre et vous continuez dans le Louron et la Vallée d'Or, vous retrouvez encore d'autres gîtes. Vous les avez en haut de la vallée du Arbouste avec le manganèse, de l'autre côté sur la vallée du Louron, la même chose. Donc c'est simple, c'est le contact avec le granit. Enfin, c'était les remontées qui ont pu se faire à une certaine époque géologique. Oui, les âges géologiques qui sont supérieurs aux nôtres. Oui, ça c'est sûr. C'est formidable. Bon, ok, Patrick. Il y avait autre chose à rajouter sur ces mines? En fait, en dehors du fait que les exploitations de ces mines, jusqu'à atteindre le tunnel en 48, sinon elles se sont toutes faites par la France, quoi. Le Val d'Aran est en espagnol, donc ça a dépendu de ce qu'on pouvait, nous, ou ce qu'on voulait récupérer. Donc en début d'exploitation, on a été friand de ces exploitations minières. Puis quand Franco est arrivé, qu'il y a eu un veto politique, automatiquement, il pouvait pas l'évacuer par la Bonaille ou par le port de Vieille. C'était beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que ces choses-là ça a été très difficile, quoi. Et il faut savoir que le minerai, par exemple celui qui était descendu du secteur de Bacré, là, de Salardou, on le descendait donc avec les mulets. Ensuite, on avait la possibilité, parce qu'ils avaient élargi à un moment donné, ils avaient élargi et aménagé la route, on avait la possibilité d'y aller avec des charrettes jusqu'à l'Est, où soit, alors dans les premiers temps, ça a été chargé sur les radeaux que l'on faisait avec le bois que l'on exploitait dans les forêts aranaises. Donc on envoyait ça sous forme de radeaux. À partir de l'Est, on pouvait en même temps charger les sacs de minerais sur ces radeaux. C'était toujours intéressant de les rentabiliser comme ça. Et ultérieurement, un peu avant la guerre de 14, en 1913, a été inauguré le tramway du Val d'Aran, qui n'est jamais rentré dans le Val d'Aran du reste, puisqu'il a arrivé avant le Pont du Roi. Et donc, ce tramway, on chargeait le minerai sur le tramway, tout ce qui était exploité sur le bocard de Ponto, et on l'amenait jusqu'à la gare de Marignac, où là, le train, après, l'amenait sur des lieux d'exploitation un petit peu plus éloignés. D'accord. Au niveau, même, ça partait surtout dans le nord de la France. Dans le nord de la France, principalement, oui, par le train. Et ça a été exploité quand même de façon assez... Un chiffre qui serait parlant. Quand tout a fonctionné en même temps sur le Val d'Aran, ça a occupé jusqu'à 400 personnes. C'est énorme. Ouais. Donc ça fait 400 familles en fait. C'est pas sûr. C'est pas sûr parce que c'est hommes et femmes et enfants. Ah oui, d'accord. Oui. Donc parce à l'époque, vous avez, faites attention parce que des fois, dans les bocards par exemple, vous aviez un tri du minerai qui pouvait se faire par des enfants de 10 à 12 ans quand même. Oui, d'accord. Oui, et vous aviez aussi le travail comme ça qui pouvait être fait par les femmes, alors que bon, c'est sûr que dans les mines, on n'y envoyait que les hommes. Après, vous aviez les muletiers, vous pouviez avoir aussi des enfants pour conduire les mulets. Vous aviez des enfants de 10-12 ans qui conduisaient les mulets. Vous aviez des convois de mulets, 30 ou 40 mulets, il n'y a pas de problème. Il y avait toujours des gamins. C'était une autre époque. Oui. Ça c'était plus compliqué pour le faire fonctionner avec les enfants de 10-12 ans maintenant. La source avait complètement. Écoutez, merci Patrick. Avec plaisir. De toute façon, on aura l'occasion de se revoir sur plein de thèmes parce que Patrick est intarissable, donc voilà. Donc c'est bien. Puis c'est notre connaissance du patrimoine, encore une fois. C'est pas un patrimoine figé, c'est un patrimoine qui nous permet de vivre, de prévoir l'avenir. Parce que ce qui a été fait jusqu'à présent, on s'en rend même plus compte.
Et là, c'est le fait de le remettre au goût du jour. Et là, lorsqu'on remet les choses au goût du jour, ça permet d'avoir d'autres idées, etc. Donc ça, c'est ça que... c'est ça Avec que- des propos clairs et très intéressants Ben, merci. de sa Christian. part. Merci Christian. Ben, c'est très bien. Non mais c'est vraiment très bien. Merci Patrick. Un plaisir. Hein, et puis donc à la prochaine. À la prochaine. D'accord. Pas de soucis. Merci à vous deux Merci. et bonne journée. Et merci à Luchon Express TV.